Merci Lydie. À moins qu'il y ait encore des questions pour toi, sinon on pourra y revenir après. Merci de ce retour complet. On se prend 5 minutes avant d'aller partager un moment convivial ensemble pour vous montrer à quoi peut ressembler l'outil dont on parle et un outil de ce type-là, en essayant de voir les différentes strates d'utilisation. On a parlé d'un outil en mode SaaS, donc en accessibilité par un navigateur, ici Chrome. Et donc comme la direction ne recule devant aucune... on tente de le faire en direct et sans artifice, c'est-à-dire on est connecté là en Wi-Fi et pour ne rien vous cacher, par le téléphone en 4G. Donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très spontané et de reprendre, je vais retourner sur l'accueil des processus sur lequel j'étais tout à l'heure, de reprendre le schéma que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation, dans les slides. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la résolution. Non, ça va comme ça, vous arrivez à peu près à appréhender le fait que vous vous souvenez le cercle vertueux tout à l'heure de l'acheteur, quelle est l'expression du besoin jusqu'à l'évaluation de ses fournisseurs. Eh bien, là, on l'a représenté en spirale pour que ça rentre et que ce soit relativement lisible. Et en fait, c'est autant, même si c'est un macro-processus, c'est autant de processus qui peuvent eux-mêmes être déclinés en des processus plus complexes et salades. Et l'idée là, c'est vraiment de faire quelque chose de simple. On aurait pu aussi commencer cette démonstration, en arrivant directement sur ce qu'on appelle les tableaux de bord. On va distinguer ici une vision globale de ce qu'on appelle les dashboards, les tableaux de bord. C'est aussi en même temps pour que les questions par rapport au pilotage, la vision haute et la capacité aujourd'hui à mettre en œuvre des outils de pilotage intuitif et de suivi intuitif vous apparaissent plus clairement. Ici, on a quelque chose de très générique. On va pouvoir suivre l'évolution du nombre de processus, procédure par procédure, achat par achat, savoir où on en est, ce qu'on fait, comment évolue le processus. On va pouvoir directement se verser dans le suivi des processus lancés. Ou alors, si on est sur un dashboard d'une personne en particulier, et là, la logique des rôles et des profils qui vont être paramétrés feront remonter uniquement les tâches que l'on doit réaliser, que la personne qui vient de se connecter doit réaliser, et puis plus globalement en haut, mettre en place des outils de suivi. J'ai fait un petit dashboard personnel sur un service technique, quel qu'il soit. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de charge de travail et d'appréhension en fait de cette charge de travail globale. Ici, typiquement sur, par exemple, les achats DSI, on a le nombre de tâches qui sont terminées, le nombre de tâches qui sont en cours de réalisation. On peut faire remonter de la même manière les processus, les macro-processus qui sont en cours de réalisation. Et donc, avoir à la fois par utilisateur, par profil, par service prescripteur, globalement, l'ensemble du suivi en temps réel par rapport à ce qui est lancé, en cours ou terminé. Après, comment ça fonctionne ? De manière très simple, là où les personnes qui, dans votre système d'information, sont habilitées à lancer un processus, là on les a éclatés, que ça vous parle, mais l'idée c'est plutôt de dire, ben voilà, on va lancer un nouveau processus. Donc de manière simple, la personne qui est habilitée à lancer cette nouvelle demande d'achat va pouvoir... Est-ce que vous arrivez à... Ça va à peu près ? L'idée, c'est peut-être de monter un chouïa la résolution, mais après, je vais perdre en taille d'affichage, donc je vais rester en 80. C'était pas mal. Allez, on reste là. Donc, Lydie vous parlait tout à l'heure de formatage, de mise de dessin. Vous avez vu le back-office, finalement, avec le dessin, les boîtes, les flèches, le dessin du processus. Et finalement, lorsqu'on va rentrer dans le paramétrage, à l'issue de cette formation, on va dire, je veux qu'en fait ce process au démarrage, voilà le formulaire qui doit être présenté à la personne qui va être habilitée à lancer ce processus. Petite précision, ici on lance le processus directement dans l'application, mais j'ai entendu 2-3 questionnements sur la capacité qu'on aurait à faire intervenir des personnes en externe, comme par exemple une personne hors du système d'information achat, un service prescripteur, des services délocalisés, voire même faire intervenir un sous-traitant, des fournisseurs, enfin tout type de demande ou d'interaction avec l'extérieur. Ce processus intervient là dans la fenêtre
directement du navigateur, mais vous pouvez imaginer, on le verra tout à l'heure, la même chose en formulaire externe, c'est-à-dire on envoie un lien sécurisé à une personne qui peut l'activer à n'importe quel moment et venir donc faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire compléter en fait le formulaire. Donc l'objet du besoin, on va faire très original, c'est un achat, par exemple un achat de travaux. Et là je vais vous montrer la richesse en fait de ce qu'on peut mettre en œuvre en termes, et là c'est madame qui évoquait tout à l'heure, l'évolution des documents, la mise à disposition de documents, le cycle de vie d'un document dans le cadre d'un processus. On va déjà pouvoir interagir avec ce qu'on appelle un éditeur de texte riche. Ici, il n'y a pas de modèle de document ou de zone à compléter, donc je vais pouvoir taper ce que je veux dedans ou mettre en forme ce que je veux dedans, apporter ma contribution s'il s'agit de définir plus précisément un besoin et de le décrire. Je vais pouvoir également, dans les compléments de la description, choisir un fichier. Alors, par exemple, ici, j'ai préparé un fichier tout bête, qui est un fichier que je vais joindre. Et donc, instantanément, le fichier est téléchargé. Téléchargé, ça veut bien dire que dans ce cadre-là, le fichier est en capacité de suivre tout le processus, d'être embarqué dans le processus et mis à disposition ou non des personnes qui vont intervenir dans la continuité, dans la suite du processus. Là, je vais simuler autre chose. Je vais aller sur un drive et je vais rentrer ici. Je vais prendre l'adresse de cet espace partagé. Alors bien sûr, on peut imaginer que c'est l'intranet en interne, c'est une GED, c'est une box, une Dropbox, enfin tous les outils que vous utilisez, un FTP, tous les outils que vous utilisez aujourd'hui pour faire du partage documentaire. Je vais rentrer une date avec aucun critère d'urgence ici pour l'achat. Et donc je lance le processus. Et là, l'application m'indique que le processus a démarré. Pour les besoins de la démonstration, j'ai tous les rôles, je sais tout faire et je suis le meilleur. Autrement dit, dans mon dashboard de tâches vont apparaître les unes derrière les autres, l'enchaînement logique des tâches qui vont être à réaliser, même si on a pris soin pour les besoins de la démonstration, de simuler en fait la connexion et la déconnexion, puisque si je vous remontre en rentrant dans cette tâche où j'en suis dans le processus, à n'importe quel moment, j'ai mon start event de l'expression des besoins, je vois que la tâche qui est à réaliser est celle du responsable de service qui doit valider le besoin. D'accord ? À n'importe quel moment, on va pouvoir, dans l'interface de la tâche, accéder à cette information-là. Après, l'application est volontairement simple, je ne vais pas dire simpliste, mais simple. Sur la gauche, vous trouverez toujours les informations que l'on veut mettre à la disposition de la personne qui doit réaliser la tâche. Et sur la droite, les actions qu'on lui demande de réaliser. Données entrantes, données sortantes, quelle que soit la richesse et la complexité des données entrantes et les données sortantes, c'est toujours la même logique. On a vu tout à l'heure qu'on a défini, donc effectivement ici la personne va pouvoir, parce qu'on a voulu lui mettre à disposition, télécharger instantanément ce document et l'enregistrer si elle le souhaite. Ici, je ne vais pas le faire. Je préfère vous montrer ici, on parlait de complément de description, mais on peut imaginer demain une connectique directe avec des catalogues de fournisseurs existants. On peut imaginer une GED, on peut imaginer tout autre support ou outil qui permettent de faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire instantanément d'ouvrir le répertoire dans lequel j'ai pu mieux définir mes besoins. Ceci, bien sûr, suppose que les autorisations pour accéder aux différents documents soient paramétrées. Mais dans la logique, vous comprenez que c'est l'accès direct à l'information. Ici, pour les besoins de la démonstration, je vais vous faire simplement une boucle de validation pour que vous voyez le principe. Dans ma position de responsable de service, je ne vais pas valider le besoin. Je vais même pouvoir, de manière, et vous le voyez ici, avec les petits astérix rouges, de manière obligatoire, devoir justifier en fait mon rejet et lui demander donc d'étayer son propos ou de définir un peu mieux son besoin, même si là je le fais très rapidement. Et vous voyez donc dans la boucle qu'on revient immédiatement chez le prescripteur
avec une tâche de demande de modification des informations qu'il a transmises. À ce moment-là, on l'informe du fait que ton besoin n'est pas validé, le commentaire c'est pas bon, mais il pourrait y avoir derrière cela, comme j'ai mis tout à l'heure l'accès à un répertoire, un lien vers un document qui vivrait d'étape en étape et qui respecterait un modèle, une fiche traceuse, entre guillemets, la bonne vieille fiche traceuse papier, ou n'importe quel autre type de document que vous pourriez avoir en interne, qui présente, et qui répertorie, qui historise, puisque si c'est votre mode de fonctionnement, dans le fichier, l'ensemble des tâches réalisées à partir de l'expression du besoin. Donc là, la personne on lui représente l'ensemble des documents, et elle va pouvoir effectivement modifier l'ensemble de ce qu'on lui a remis à disposition et qu'elle avait préalablement saisi. Et là, en termes de formation pour les prescripteurs, on parlait de la formation au sein du service achat, mais c'est un modèle différent dans ce qu'on a faire. Ça a été simple, l'accueil. Il n'y a pas eu de difficulté. C'est intuitif, et puis en fait, on leur a présenté l'outil, et puis après, c'est à l'usage en fait qu'on les accompagne. Donc, moi, je suis plutôt dans l'expérience et dans le faire. Et donc, de fait, mais après, à chaque fois qu'on a eu l'occasion, on leur a montré, enfin, on est là pour éventuellement les guider sur ce qu'ils ont à faire. Et comme c'est assez simple, tout est écrit, hein, donc ils n'ont plus qu'à lire. En principe, il n'y a pas eu j'ai pas rencontré de difficulté. C'est pas une charge additionnelle, au lieu de faire des mails, c'est ça. Alors, pour ne pas alourdir la présentation et faire le plus court possible, parce qu'on ne va pas finir trop tard non plus, vous avez soif. Oui. Il y a ici une zone de commentaires dans laquelle en fait, on peut remplacer soit par du texte figé, du texte fixe, qui est en explication et en accompagnement, en aide contextuelle, la capacité finalement d'expliquer tâche par tâche ce que la personne doit réaliser. Et donc ça aussi, ça contribue en fait, finalement à l'appropriation applicative et à l'accompagnement du changement et à la mise en œuvre de l'outil. Donc là, je vais finaliser la tâche. On ne va pas non plus continuer une double boucle de validation. Après le service prescripteur, eh bien, on imagine qu'il faut que le service achat, donc la responsable achat, valide la démarche. Elle la valide ici. Ce que je veux vous montrer, c'est l'étape suivante sur le choix des fournisseurs à consulter. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de sourcing, de sourçage et d'utilisation de bases fournisseurs et de choses de ce type-là. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on met en œuvre, ce sont des liens dynamiques vers des bases fournisseurs. Alors là, je vous le représente de manière très simple, c'est-à-dire qu'instantanément, en cliquant là-dessus, alors là, c'est une base qui comporte plus de 1500-1600 fournisseurs, uniquement dans les travaux publics, et qui sont susceptibles de répondre, qu'on va pouvoir noter. On fonctionne comme ça ici pour les besoins de la démonstration, mais vous imaginez demain que vous connectez à n'importe quel type de base pour pouvoir intégrer et remonter instantanément au moment du choix. Dans le choix des fournisseurs, ici dans le cadre d'une consultation, on va effectivement avoir la remontée d'informations directement des coordonnées qui sont nécessaires à la consultation des 10 fournisseurs. Et donc pour terminer la démonstration, pour aller plus loin si vous le souhaitez, vous avez vu les différents liens dynamiques et la manière d'évoluer, au moins finaliser cette tâche pour que le service achat qui va finalement valider les documents de la consultation et par exemple aller choisir ici par un autre biais qui est la recherche directe dans l'arborescence, d'aller joindre un fichier qu'on a appelé DCE, c'est des formations achat public, dossier de consultation des entreprises, mais c'est un PDF, ça pourrait être du zip, ça pourrait être aussi là un lien sécurisé vers un répertoire comme vous l'avez vu tout à l'heure, et suggérer dans le cadre de cette consultation, en dessous des seuils bien sûr, puisque on va leur demander de répondre avant le seuil. Je finalise la tâche, et donc là on rentre dans une dynamique qui est complètement différente de ce qu'on a vu ici. Jusqu'ici, on est en interne, on fonctionnait en interne, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien, si ce n'est que normalement,
je devrais recevoir ici 3 mails, puisque je me les suis tous envoyés. 3 mails qui sont finalement les consultations directes des fournisseurs qui ont été lancés. C'est-à-dire que M. Colas, M. Vinci et M. Eiffage viennent de recevoir ce mail. Okay, et l'interaction avec le mail va plus loin que la simple information, puisque dans le cadre d'un échange sécurisé, on va leur suggérer la réalisation de la tâche et arriver dans ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire le formulaire externe sécurisé et unique. C'est-à-dire la personne ne peut réaliser la tâche qu'une fois, ou alors on rentre dans des boucles de revalidation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc ici, effectivement, on lui met à disposition les documents qu'on veut bien lui mettre à disposition. On lui indique, de manière simple, bien sûr, ça pourrait être plus étoffé que ça, la date de réponse souhaitée. Et donc, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux répondre à la consultation ou non? Alors, bon, on va dire que nos amis d'Eiffage n'ont pas le temps. Ça arrive parfois. Ok. Ils n'ont pas le temps. Bien. On va aller voir les deux autres. Nos amis de Vinci, eux, vont répondre et vont aller choisir un fichier. Alors bien sûr, dans l'échelle de temps, ça ne se fait pas instantanément de cette manière-là. Ça, je sais que vous le savez, mais on essaye de passer outre les contraintes de temps. Et nos amis de Colas, qui ne doivent pas être loin, voilà Jean, vont répondre aussi et choisir eux aussi un fichier de réponse qu'ils vont joindre et finaliser la tâche. Toutes les tâches normalement ont été finalisées, je le vérifie, c'est parfait. À partir du moment où je suis dans l'application, alors ici, sans alerte pour moi, mais bien évidemment je pourrais paramétrer les alertes, même type qu'on a ici, ces mails-là en externe, c'est ce qu'évoquait lui tout à l'heure, pour ne pas être trop redondant dans la démo, j'aurais pu recevoir autant de mails d'alerte en interne qui me préviennent que la personne a bien répondu ou qu'elle s'est excusée. Mais il me suffit, si j'ai l'habitude d'aller couramment sur mon interface, lorsque je vais la rouvrir, et là je vais simuler la réouverture par l'actualisation, eh bien je viens de réceptionner l'ensemble des documents que je viens de transmettre. C'est-à-dire ici, Colas a répondu à la consultation, Vinci répond à la consultation, Eiffage ne répond pas, il n'a pas le temps. Et donc après, on rentre dans une logique de validation. Ok, je vais regarder mes plis, je récupère mes plis. Est-ce que j'ai bien fait cette tâche? Oui, j'ai bien fait cette tâche. Si tu as bien fait cette tâche, il ne faut pas juste cocher la case. Indique-moi l'endroit où tu as téléchargé l'ensemble des documents pour que je puisse soit mettre à la disposition de la personne qui va analyser les plis, soit les analyser moi-même, valider le contenu des plis et poursuivre le processus jusqu'à effectivement aller en toute autonomie ici, jusqu'à la réévaluation des fournisseurs après l'exécution du marché et retourner dans mon fichier qu'on a vu tout à l'heure, dans ma base de données, et rajouter une étoile à M. Colas ou à M. Eiffage, parce qu'ils se sont bien comportés sur le marché, ça a été réalisé dans les règles de l'art, et on est particulièrement satisfait d'eux. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en interne, en faisant vivre cette base de données grâce à l'outil, là aussi on contribue à la performance achat. Une question, est-ce que mes fournisseurs ils vont devoir acheter la solution pour pouvoir répondre à mes appels d'offres? Pas du tout. Est-ce qu'ils vont pouvoir, donc j'ai compris qu'ils vont recevoir un mail Oui. de ma part, ils vont cliquer sur un lien, ils vont avoir accès aux documents, cahier des charges, etc. Comme on l'a fait là. Et ils vont pouvoir aller déposer de même leur offre sur ma base. Exactement. D'accord. Comme on l'a fait là. Sans avoir d'interface particulière. En ayant un navigateur internet. Okay. La question qu'ils vont nous poser, c'est le degré de confidentialité. Alors quel est le risque que le concurrent puisse voir la offre? Aucun. Aucun, puisqu'en fait, à n'importe quel moment, tout n'est adressé que de manière nominative, unique et directe. Alors si le monsieur de chez Colas vous donne le mail de son pote chez Eiffage, forcément, là, la personne va pouvoir, mais de toute façon, elle ne pourra faire que déposer. Ce ne sont que des tâches uniques. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce qu'on pourrait considérer comme une porte d'entrée, en fait, c'est comme une porte à battant. C'est-à-dire que dès lors que l'information est sortie, la porte se referme immédiatement derrière. Et la manière dont est paramétré le processus, la porte ne va se rouvrir que pour cette personne-là, une fois, et dans un créneau unique qui fera que lorsqu'il aura déposé les plis,
la porte se referme instantanément également. Je ne sais pas si cette image vous permet, on est sur une sécurisation totale de l'échange. Les données sont hébergées où? Les données sont hébergées soit de chez vous, soit sur un hébergement sécurisé que nous fournissons. Nationalité? Française, garantie. Aujourd'hui, nous travaillons, alors je n'ai pas le droit de le dire, sinon il faudrait me tuer, mais nous travaillons pour un service de l'armée. Donc nous avons été audités par un cabinet d'ingénierie qui a mis en place notre outil auprès du service de ce qu'on appelle le commissariat aux armées, où on gère sur 66 points de contact l'ensemble des commandes en matériel non hors armes. Hors CD, confidentialité. Non, parce que ça relève quand même de la confidentialité. Quand quelqu'un... Pas de CD. Pas de CD. Non, pas de confidentielle défense. C'est-à-dire, non, on n'a pas non plus été audité pour être dans ces niveaux, dans ces strates-là. Néanmoins, on fournit un serveur unique chez notre hébergeur, sur lequel on a la patente. On va pouvoir complexifier le processus comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. En fait, On peut aller... Là, on est quand même sur un truc très très simple. Je ne vais pas l'utiliser typiquement, parce que moi j'ai une plateforme des maths qui m'est imposée, donc ça je ne vais pas du tout l'utiliser. Dans ton outil, tu vas chercher ta plateforme de démat, Et ouais. mais tu ne dors pas d'ici. Et non, parce que je suis obligée, moi je suis obligée d'utiliser cette plateforme de démat, je n'ai pas le choix. Voilà. Mais bon, c'est... vous les élus. Donc, voilà, c'est la place, je vous la rende. Et donc, en fait, ce qui est formidable dans cet outil, c'est que vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que ça s'adapte à votre besoin. Donc là, on a présenté le processus achat, mais il peut gérer plein d'autres choses. Donc, tout ce qu'on veut gérer. Donc, Si vous voulez mettre en place un processus d'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise, on met en place un processus d'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Mais pour rester là-dessus, je peux mettre un processus dépouillement dans lequel je vais lui demander d'aller chercher des données à un endroit donné et les mettre dans un tableau de synthèse. Si on l'a imaginé, qu'on l'a bien dessiné et qu'on l'a testé, et bien derrière, on l'enrichit et on le fait, bien évidemment. En revanche, moi, ce que je vous conseille, c'est au départ, c'est partir petit, parce que c'est simple, parce que sinon après on... Partir vite, mais petit. Petit et voilà. En fait, adopter la méthode agile, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et après, y aller, parce qu'on disait tout à l'heure, par itération. Moi, je sais que le processus tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on est passé par un autre stade, au préalable, qu'on a pu arriver à ce niveau de maturité. Et je vous ai dit, le troisième sous-processus, on va encore le faire évoluer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore nécessité de le faire évoluer par rapport à nos préoccupations et nos problématiques. Pensez au chemin idéal au départ, pas au chemin parfait. Parce que, mais ça, c'est dans tous les domaines, hein, et là encore plus que dans d'autres. Si tu veux tout de suite être parfait, tu ne fais jamais rien. Alors, je trouve que c'est un intérêt pour la professionnalisation des acheteurs, pour la montée en compétences. Après, il y a quand même une dimension, c'est très cadré. Et il faut aussi laisser un peu de place à l'imagination à l'acheteur, qui se fasse plaisir. C'est ça qui fait parler. Mais il y a des tâches où vous allez simplement demander à l'acheteur. Je réponds partiellement, peut-être à côté, vous me pardonnerez. Non, c'est juste une réflexion en vote. Mais par exemple, quand tu es dans une logique d'avoir à valider du contenu, on fait quand même appel d'abord à tes compétences et à ta capacité de métier d'apprécier l'offre que viennent de te remettre ces trois majors des travaux publics. Donc si tu es acheteur dans ce domaine-là et que tu fais appel à une maîtrise d'œuvre interne ou compétences internes, on fait d'abord appel à ça. La seule chose qu'on te demande à un instant T, ou dans le respect d'un certain délai, c'est de cocher sur la validation du contenu, dire ouais, ok, ce que j'ai vu là-dedans c'est bon, maintenant on peut partir en analyse, et l'analyse, elle peut se passer là-dedans, c'est ce que demandait monsieur tout à l'heure, est-ce que tu peux me rentrer des prix, est-ce que tu peux mettre ceci, est-ce que tu peux mettre un commentaire, est-ce qu'on peut rentrer dans un circuit de validation ou de calcul, ou est-ce qu'on peut mettre une formule coefficientée, est-ce qu'on peut, dans l'absolu, on peut tout faire. Je vais préciser ma question. Oui. Est-ce que, par exemple, le dernier appel d'offres que j'ai fait, j'avais 150 sites répartis sur toute la France pour du nettoyage. Oui. Donc j'avais besoin d'avoir un prix par site de nettoyage, une fois que tous les critères étaient remplis. Oui. Combien de temps j'ai pour paramétrer pour que mon tableau de dépouillement final dans lequel j'avais mes 18 fournisseurs avec les 150 sites et leurs prix unitaires, pour que le système soit capable de le remplir en automatique. Guillaume,
Alors, en fait, Guillaume, c'est l'homme très agile. Nous, on est agile, mais Guillaume, il est très agile. L'intérêt de cet outil, c'est justement, l'intérêt qui serait évident, c'est le gain de temps sur la Spontanément, mais très spontanément. J'oriente ta réponse. vas-y. Je ne vais pas dire que ça va se faire comme ça. Mais néanmoins, si on est déjà sur un process d'achat, où sont répertoriés les 150 sites, et où on doit simplement adapter, donc on va dupliquer un process existant, et on va adapter une des boîtes et 2-3 flèches pour dire, là les gars, vous qu'on consulte, il faut me mettre un prix au mètre carré, un prix à l'heure, ou un prix au jour, ou un prix comment ça s'appelle, avec machine ou sans machine, avec saut ou sans saut, avec ou sans roulette. À partir du moment où ça, ce ne sont que des champs avec une contextualisation finalement de ce que l'on doit rentrer dans ces champs, qui peut être parfaitement expliqué, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur le formulaire externe. La personne va saisir, et que ce soit en première intention ou même dans une boucle de négociation, je ne vous montre pas la boucle de négo, mais où on peut revenir derrière, pas dire qu'on met en place des enchères inversées, mais dans l'absolu, on peut l'imaginer, hein, puisque ces boucles de négo répétitives peuvent simuler, enfin plus que simuler en fait, mais mettre en place, je sais pas, l'adaptation d'un process achat comme ça, c'est quoi? C'est une journée, 2 journées? 2 journées. 2 journées? Voilà, 2 journées.